Je suis le sergent Sandy Hammond, j'ai 29 ans, et j'ai survécu à une embuscade à Kandahar, qui m'a laissé avec des cicatrices d'éclats d'obus, ainsi qu'une médaille de la Purple Hat. Pendant des années, j'ai porté ma famille à bout de bras, payant les factures, couvrant leurs erreurs, et continuant à me présenter en uniforme, même lorsqu'ils se moquaient de mon engagement. Mais quand je me suis levé pour recevoir cette médaille, et que mon propre père a ricané, elle a eu de la chance, elle n'a pas été courageuse, la vérité a éclaté. Ils avaient vendu des renseignements, aux personnes même qui avaient essayé de me tuer. Avez-vous déjà été trahi, par ceux à qui vous aviez tout donné? Si c'est le cas, partagez votre histoire dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, dites-moi d'où vous nous regardez. Et si vous avez déjà dû imposer des limites, après avoir subi une injustice, cliquez sur j'aime et abonnez-vous, pour découvrir d'autres histoires vraies sur la reconquête de sa propre valeur. Ce qui s'est passé après ce moment, pourrait bien vous surprendre. Je me tenais debout, dans mon uniforme de cérémonie, le tissu impeccable et rigide contre ma peau, attendant que mon nom soit appelé. La salle de cérémonie bruissait de conversations étouffées, et du froissement des programmes, mais je pouvais sentir les regards braqués sur moi, depuis la section réservée aux familles. Pas les regards fiers et rayonnants, que l'on pourrait espérer lors d'une remise de la Purple Hat. Ceci était différent, calculateur, froid. Mon père était assis à la 3e rangée, les bras croisés, cette expression familière de scepticisme gravée sur son visage buriné. Il l'avait arboré toute ma vie, quand je figurais au tableau d'honneur, quand j'ai obtenu mon diplôme au camp d'entraînement, ou quand j'ai reçu ma première citation. Rien de ce que je faisais ne semblait jamais être à la hauteur de cette norme qu'il s'était fixée dans sa tête. Aujourd'hui aurait dû être différent. Aujourd'hui, je recevais une distinction pour avoir survécu à une attaque à Kandahar, une embuscade qui a tué 3 de mes camarades d'escouade, et m'a laissé avec des blessures par éclat d'obus, ainsi qu'un traumatisme crânien qui me donnait encore des migraines. Mais il était là, secouant légèrement la tête, à la suite de quelque chose que mon frère venait de lui murmurer à l'oreille. Tristan affichait ce sourire en coin, qu'il avait perfectionné au lycée, celui qui disait qu'il savait quelque chose que vous ignoriez. À côté de lui, ma sœur Mia faisait défiler l'écran de son téléphone, levant parfois les yeux, avec un agacement à peine dissimulé. Maman, elle, restait assise de façon rigide, son sac à main serré sur ses genoux comme une armure, le visage figé dans un masque de politesse endurante. Les officiers en uniforme autour de moi, rayonnaient d'une fierté et d'un respect silencieux. C'étaient les miens maintenant, et ce depuis 8 ans. Ils comprenaient ce que signifiait le ruban violet et l'étoile de bronze, et le prix qu'il fallait payer pour les mériter. Mais ma famille, elle, traitait cette cérémonie comme une corvée, quelque chose qu'il fallait endurer, plutôt que célébrer. J'ai repensé à l'appel téléphonique que j'avais passé, pour leur annoncer la nouvelle de cette décoration. La réaction de papa avait été typique, eh bien, je suppose que c'est déjà ça. Pas de félicitations, pas de fierté, juste la reconnaissance réticente qu'un événement s'était produit. Tristan, lui, avait carrément ri, une Purple Hat pourquoi? Pour t'être fait mal? Il les distribue comme des bonbons maintenant. Mia avait été encore plus directe, doit-on vraiment venir à ce truc? J'ai des projets pour ce week-end-là. Seule maman avait montré un peu d'enthousiasme, mais même le sien semblait forcé, bien sûr que nous serons là, ma chérie. Nous sommes tellement fiers. Mais j'avais entendu la conversation se poursuivre en arrière-plan, après qu'elle ait cru raccrocher, fière de quoi? Elle a choisi d'aller là-bas. À quoi s'attendait-elle? Ces remarques m'avaient piqué, mais elles n'étaient pas nouvelles. Depuis des années, mes proches traitaient mon service militaire comme un inconvénient, au mieux, et comme une trahison, au pire. Quand je m'étais engagé juste après le lycée, papa avait dit que je fuyais mes responsabilités. Quand j'avais refusé d'aller à l'université, pour poursuivre ma carrière dans l'armée, il avait affirmé que je gâchais mon potentiel. Lors de mon déploiement en Afghanistan, Mia s'était plainte que j'abandonnais la famille, précisément au moment où ils avaient le plus besoin de moi. Ce besoin semblait d'ailleurs toujours tourner autour de l'argent. Malgré leurs critiques constantes sur mes choix, ils n'avaient jamais hésité à demander de l'aide, quand les temps étaient durs. Traite de voiture, loyer, dépenses imprévues, d'une manière ou d'une autre, cela devenait toujours ma responsabilité. J'avais envoyé des milliers d'euros à la maison au fil des ans, de l'argent qui aurait pu servir à mon propre avenir, à mes propres projets. Mais la famille restait la famille, et la loyauté était profondément ancrée, même lorsqu'elle n'était pas réciproque. Le schéma était si bien établi,
que j'avais cessé de le remettre en question. Ils critiquaient, je subvenais à leurs besoins. Ils rejetaient mes réussites, j'essayais encore plus fort de gagner leur approbation. Ils considéraient mon service comme de l'égoïsme, j'envoyais des chèques plus importants pour prouver mon dévouement. C'était une danse que nous exécutions depuis si longtemps, que j'en avais oublié qu'il pouvait y avoir d'autres pas. Mais, assise dans cette salle de cérémonie, regardant mon père vérifier sa montre, et mon frère lever les yeux au ciel lors du discours d'ouverture, quelque chose a changé. Ce n'était pas seulement de l'indifférence. C'était un mépris actif. Il n'était pas seulement indifférent à mon engagement, il le détestait. Il m'en voulait pour ça. Le général s'est avancé vers le podium, sa voix portant facilement à travers la salle. Il a parlé de sacrifice, de courage sous le feu de l'ennemi, et du prix de la liberté. Un discours de cérémonie classique, mais prononcé avec la gravité de quelqu'un qui en comprenait le poids. Pendant qu'il parlait, j'ai surpris ma famille en train d'échanger des regards, non pas des regards complices de fierté partagée, mais autre chose. Quelque chose qui m'a noué l'estomac de malaise. Quand mon nom a finalement été appelé, je me suis avancé sur des jambes tremblantes. Les applaudissements étaient chaleureux, respectueux, mais je les entendais à peine, par-dessus le sang qui bourdonnait dans mes oreilles. Ce moment avait mis 2 ans à arriver. 2 ans d'évaluation médicale, de paperasse, de retards administratifs. 2 ans à guérir physiquement et mentalement, de ce qui s'était passé dans cette rue poussiéreuse de Kandahar. J'avais imaginé cet instant d'innombrables fois. Dans mes fantasmes, ma famille comprenait enfin. Ils voyaient enfin que mon engagement avait un sens, que je n'étais pas la déception qu'ils avaient dépeinte. J'avais imaginé le visage de mon père s'adoucir de fierté, maman essuyer des larmes, et mes frères et sœurs me regarder avec un respect nouveau. Au lieu de cela, alors que je m'approchais du général, j'ai entendu la voix de mon père fendre le silence solennel, elle a eu de la chance, elle n'a pas été courageuse. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. De la chance, pas du courage. Après tout ce que j'avais survécu, tout ce que j'avais enduré, il réduisait cela à de la chance. L'officier à côté de moi l'a entendu aussi. J'ai vu sa mâchoire se contracter, ses yeux se plisser, alors qu'il repérait l'origine du commentaire. D'autres personnes dans l'assistance ont bougé, mal à l'aise, la nature inappropriée de l'éclat se propageant dans la foule, comme une pierre jetée dans une eau calme. Mais c'est la réaction du général qui m'a vraiment troublé. Il n'a pas seulement fait une pause dans son discours préparé, il s'est arrêté complètement, ses yeux passant de mon père à moi, puis de nouveau à mon père. Il y avait quelque chose dans son expression, une prise de conscience qui allait au-delà de la simple désapprobation face à cette interruption. Il ressemblait à un homme qui venait de voir une de ses suspicions confirmée. La cérémonie a repris, mais le moment avait été empoisonné. Ce qui aurait dû être l'apogée de ma reconnaissance militaire, semblait entaché, éclipsé par le rejet public de ma propre famille. Alors que le général épinglait la médaille sur mon uniforme, j'en ai ressenti le poids différemment de ce que j'avais imaginé. Non pas comme un honneur, mais comme la preuve d'un fossé qui pourrait bien être trop large pour être comblé. Les applaudissements ont retenti à nouveau, mais je ne pouvais penser qu'au regard du général, et à la certitude que cette cérémonie était sur le point de devenir tout autre chose, que ce que chacun de nous avait prévu. Les mains du général étaient fermes, alors qu'il fixait la purple hâte sur mon uniforme. Mais quand il a levé les yeux vers moi, il y avait quelque chose dans son regard qui n'y était pas quelques instants plus tôt. Pas seulement le respect formel dû à un soldat blessé, mais quelque chose de plus vif, de plus personnel. « Félicitations, sergent », a-t-il dit, sa voix résonnant dans chaque recoin de la salle. Mais il n'a pas reculé. Au lieu de cela, il s'est tourné pour s'adresser au public, son regard balayant les personnes assises, avant de se poser sur la rangée de ma famille. « Mesdames et messieurs », a-t-il commencé, son ton passant du cérémonial à quelque chose de beaucoup plus grave. Aujourd'hui, nous honorons non seulement le courage au combat, mais aussi la survie face à des obstacles insurmontables. J'ai senti un frisson me parcourir la colonne vertébrale. Cela ne faisait pas partie du script habituel. Le général a mis la main dans sa veste, et en a sorti un dossier en carton de type manille, le genre utilisé pour les documents classifiés. Sa vue m'a asséché la bouche. L'embuscade qui a blessé le sergent Hammond n'était pas un hasard, a-t-il poursuivi, ses mots tranchant l'atmosphère de la salle comme une lame. Nos renseignements ont été compromis. Des informations sur les mouvements de troupes, les itinéraires des patrouilles, et le calendrier des opérations, ont été divulgués aux forces ennemies.
Le silence dans la pièce était absolu. Même mon père avait cessé de s'agiter. Je pouvais voir les couleurs fuir le visage de ma mère, le téléphone de Mia oublié sur ses genoux, et Tristan soudainement très immobile. Le général a ouvert le dossier, ses yeux balayant le contenu avant de regarder directement mes proches. La fuite est venue de sa propre famille. Ces mots ont percuté la salle comme une grenade. Des halètements ont éclaté dans le public. Les officiers se sont retournés pour dévisager les silhouettes, soudainement blêmes, de la troisième rangée. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds, mon sang-froid, si soigneusement contrôlé, menaçant de voler en éclats. C'est impossible, a lâché papa, la voix brisée, en se levant à moitié de son siège. Nous ne ferions jamais. Relevé téléphonique, Monsieur Hammond. Communication par email, transaction financière. La voix du général était glaciale, professionnelle, chaque mot livré avec une précision chirurgicale. L'enquête est en cours depuis 18 mois. Vos conversations avec des individus, identifiés plus tard comme des agents de renseignement étrangers. Les informations partagées sur le déploiement de votre fille, la localisation de son unité, et leur calendrier opérationnel. Maman secouait frénétiquement la tête. Nous ne savions pas. Nous n'avions aucune idée de qui étaient ces gens. Ils disaient être des journalistes, des chercheurs. Ils vous ont payé, a déclaré platement le général. Des sommes substantielles. De l'argent qui arrivait de façon fortuite, juste avant chaque demande de renseignement, sur les activités de votre fille à l'étranger. Les pièces du puzzle se sont assemblées, avec une clarté écœurante. L'amélioration soudaine de leur situation financière, pendant mon déploiement. Le nouveau pick-up de papa. Les vacances qu'ils avaient prises, pendant qu'on me tirait dessus à Kandahar. Les prêts étudiants de Mia, mystérieusement remboursés. L'acompte de Tristan pour son appartement. Tout cela financé par des renseignements vendus sur moi, sur mon unité, sur des opérations qui ont coûté la vie à mes amis. Nous pensions que c'était inoffensif, a tenté Tristan, son habituel sourire narquois remplacé par une panique non dissimulée. Juste des informations générales. Rien de précis. Rien de précis? La voix du général s'est légèrement élevée, la première faille dans son attitude professionnelle. Les itinéraires de patrouille sont inoffensifs? Les assignations de véhicules? Les protocoles de sécurité des bases? J'ai retrouvé ma voix, bien qu'elle ne soit sortie que comme un murmure à peine audible. L'embuscade. Il savait que nous arrivions. Le général a hoché la tête, l'air sombre. Il connaissait votre itinéraire, vos horaires, et la position de vos véhicules. Il le savait, parce que votre famille a fourni des informations détaillées, sur les opérations de votre unité, en échange d'argent. La salle bourdonnait de murmures choqués. Je pouvais sentir les regards de mes frères d'armes sur moi. Certains remplis de compassion, d'autres empreints du genre de suspicion qui allait me poursuivre pendant des années. La fille de traître. Le soldat dont la propre famille l'avait vendu. C'est de la folie, a dit Mia, la voix stridente. Nous ne sommes pas des espions. Nous ne sommes pas des terroristes. Nous avions juste. Nous avions besoin d'argent. Vous aviez besoin d'argent. J'ai répété les mots, les sentant étrangers dans ma bouche. Alors vous avez vendu des informations qui ont fait tuer des soldats. Nous ne savions pas. Maman pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues. Ils nous ont dit que c'était pour une recherche universitaire, pour comprendre les familles de militaires. Ils n'ont jamais dit que cela serait utilisé contre toi. Le général a refermé le dossier avec un claquement sec. L'ignorance n'est pas une ligne de défense contre la trahison, Madame Hammond. Votre famille a accepté d'être payée par des agents étrangers, en échange d'informations classifiées. Sur des opérations militaires américaines. 3 soldats sont morts dans cette embuscade. Votre fille a survécu par chance et grâce à son entraînement, et non en raison d'une quelconque considération de votre part. Papa s'était renfoncé dans son siège, le visage gris. L'homme qui avait passé ma vie entière à remettre en question mes choix, à rabaisser mes réussites, venait d'être exposé comme la raison pour laquelle j'avais failli mourir. La raison pour laquelle mon chef d'escouade ne rentrerait jamais chez sa femme et ses enfants. La raison pour laquelle notre médecin ne terminerait jamais le diplôme vétérinaire, sur lequel il travaillait entre 2 déploiements. La cérémonie va se poursuivre, a annoncé le général à l'Assemblée. Le sergent Hammond a mérité cet honneur par son service et son sacrifice.
Le fait que son sacrifice ait été rendu nécessaire par la trahison de sa propre famille, ne rend sa survie que plus remarquable. Il s'est tourné vers moi, son expression s'adoucissant légèrement. Votre purple ne représente pas seulement les blessures reçues au combat, mais votre survie, en dépit d'avoir été vendu, par ceux qui auraient dû vous protéger. Cela ne fait pas seulement de vous une personne courageuse, sergent. Cela fait de vous quelqu'un d'extraordinaire. Les applaudissements qui ont suivi étaient différents, cette fois. Pas seulement respectueux, mais protecteurs. Mes camarades de l'armée comprenaient ce que cette révélation impliquait. Comment elle allait tout changer concernant ma relation avec ma famille, mon sens de la confiance, ma propre définition de la loyauté. Alors que la cérémonie s'achevait et que les gens commençaient à sortir, les membres de ma famille restaient pétrifiés sur leur siège. Le poids de ce qu'ils avaient fait, de ce qu'ils avaient causé, s'abattant sur eux comme un linceul. Ils avaient voulu minimiser mon service, réduire mon sacrifice à un simple coup de chance. Au lieu de cela, il s'était révélé être la raison même pour laquelle ce sacrifice avait été nécessaire. En grandissant, j'étais celle qui assumait les responsabilités. Pendant que Tristan passait ses années d'adolescence à se faire renvoyer de l'école, et que Mia enchaînait les petits copains et les emplois à temps partiel, je maintenais mes notes, je travaillais l'été pour économiser pour l'université, et j'aidais maman à gérer la maison. Quand les problèmes d'alcool de papa s'aggravaient. Ce n'était pas un rôle que j'avais choisi, mais plutôt un rôle qui m'était incombé par défaut. Papa travaillait dans la construction quand il y avait des chantiers, ce qui n'arrivait pas aussi souvent que les factures l'exigeaient. Maman nettoyait les maisons de familles aisées à l'autre bout de la ville, rentrant chez elle épuisée et amère, les mains gercées par les produits chimiques, et le dos douloureux à force de se pencher sur le désordre des autres. Nous n'étions pas exactement pauvres, mais nous vivions d'un chèque de paie à l'autre, toujours à une urgence près de la catastrophe. J'ai appris très tôt que la stabilité est une chose que l'on doit créer soi-même. Tandis que mon frère et ma sœur se laissaient porter par leur charme et leurs excuses, moi, je construisais un cadre. Des footings matinaux avant l'école, des devoirs terminés avant le dîner, un job à temps partiel à la quincaillerie locale, qui m'a appris l'importance d'être ponctuel et de respecter mes engagements. L'armée m'a attiré, parce qu'elle promettait davantage de cette structure, de cette fiabilité dont j'avais tant besoin. La réaction de papa à mon enrôlement a révélé la ligne de fracture, qui allait définir notre relation pendant des années. Il m'avait poussé à être dur pendant toute mon enfance, m'apprenant à faire une vidange, à manier des outils, à me défendre. Mais quand j'ai canalisé cette robustesse dans le service militaire, il a vu cela comme un rejet plutôt qu'une évolution. Tu te crois meilleur que nous, maintenant, avait-il lâché le soir où j'ai signé mes papiers. Trop bien pour travailler dans le bâtiment. Trop bien pour l'entreprise familiale. Il n'y avait pas d'entreprise familiale, juste papa qui attrapait des boulots, là où sa réputation ne l'avait pas encore rattrapé. Là où les entrepreneurs ne connaissaient pas encore sa tendance à disparaître pendant des beuveries de 3 jours, ou à débarquer sur les chantiers avec la gueule de bois et l'humeur querelleuse. Mais souligner cela, aurait signifié reconnaître des vérités que nous nous efforcions tous d'ignorer. La réaction de maman était plus complexe. De la fierté mêlée d'inquiétude, un soutien emmêlé de culpabilité. Je veux juste que tu sois en sécurité, m'avait-elle dit, en me lissant les cheveux comme elle le faisait quand j'étais petite. Le monde est déjà assez dangereux, sans aller chercher les ennuis. Mais même son inquiétude semblait conditionnelle. Lorsque ma première solde m'a permis de contribuer aux dépenses du ménage, son angoisse pour ma sécurité est passée au second plan, derrière la gratitude pour ma contribution financière. Quand mon allocation de logement militaire m'a permis de l'aider à payer la voiture de Tristan, ses questions sur mon bien-être se sont transformées en demandes d'aide financière. Le schéma s'est mis en place rapidement. J'appelais à la maison depuis mon camp d'entraînement, et en quelques minutes, la conversation passait de comment j'allais, à quelle facture devait être payée. Je mentionnais mon déploiement imminent, et papa demandait si mon assurance vie était à jour. Non par préoccupation paternelle, mais parce qu'il en avait calculé le montant du capital d'essai. Mes frères et sœurs traitaient mon service militaire, comme de longues vacances financées par l'argent des contribuables. Tristan plaisantait en disant que je jouais aux soldats pendant qu'il faisait de vrais boulots, bien que son parcours professionnel soit, au mieux, sporadique. Mia considérait mon déploiement comme un abandon, se plaignant que je fuyais au moment même où elle avait besoin d'aide pour faire garder son bébé, ou pour payer son loyer. L'ironie ne m'échappait pas. La famille qui critiquait mes choix était devenue financièrement dépendante de ces mêmes choix. Mon revenu militaire régulier subventionnait le travail de construction irrégulier de papa,
couvrait les frais de scolarité de Mia, lorsque ses bourses étaient insuffisantes, et sortait Tristan des conséquences de ses mauvaises décisions, avec une régularité prévisible. Mais je continuais d'envoyer de l'argent, parce que c'est ce que fait une famille. C'est à cela que ressemble la responsabilité. Même lorsque les critiques de papa blessaient, même lorsque les exigences de Mia semblaient interminables, même lorsque la gratitude de Tristan durait exactement le temps qu'il lui fallait pour dépenser ce que j'avais envoyé. La dépendance fonctionnait dans les deux sens. J'avais autant besoin de leur approbation, qu'ils avaient besoin de mon soutien financier. Chaque chèque que j'envoyais était un argument en faveur de ma propre valeur, la preuve que mes choix avaient un sens, même s'ils ne pouvaient pas le voir. Je pensais que si je me montrais suffisamment utile, suffisamment généreuse, ils finiraient par comprendre que mon service à la nation, c'était aussi un service pour eux. Lors de mon premier déploiement en Afghanistan, les appels à la maison sont devenus des bouées de sauvetage, vers un monde qui semblait de plus en plus lointain. Mais même ces conversations portaient le poids familier des attentes. Papa se renseignait sur les taux des primes de risque, maman mentionnait des factures impayées, et Mia faisait des allusions à sa dernière crise en date, qui nécessitait une intervention financière immédiate. Je raccrochais de ces appels en me sentant encore plus isolé, que lorsque je les avais commencés. Mes camarades d'escouade sont devenus ma véritable famille lors de ce déploiement. Des gens qui comprenaient le poids des responsabilités, qui partageaient le fardeau de veiller à la sécurité des uns et des autres. Eux n'avaient pas besoin que je prouve ma valeur par des virements bancaires. Mon importance pour eux se mesurait en compétence, en fiabilité, en loyauté. Mais la loyauté envers les liens du sang défie souvent la logique. Même lorsque je reconnaissais le schéma, même lorsque je voyais à quel point la relation était devenue unilatérale, je ne parvenais pas à m'en détacher. C'était ma famille. La famille impliquait le sacrifice. Cela signifiait faire passer leurs besoins avant les miens, leur sécurité avant mon confort. Je me disais que leurs critiques venaient de l'amour, de l'inquiétude face à des dangers qu'ils ne pouvaient pas appréhender. Je me persuadais que leur dépendance financière était temporaire, qu'ils finiraient par se stabiliser, et que la relation trouverait son équilibre. J'y croyais fermement, mon service, mon sacrifice, finirait un jour par forcer le respect que je cherchais depuis l'enfance. La cérémonie de la Purple Hat était censée être le moment où cela se produirait. Le moment où ils verraient enfin que mes choix avaient un sens, que mon engagement avait une valeur, au-delà des chèques que j'envoyais à la maison. J'avais imaginé le visage de papa, quand le général décrirait ce à quoi j'avais survécu, et comment j'avais mérité cette distinction. À la place, j'ai appris que cette même famille que je soutenais, avait vendu des informations concernant mon service, à des gens qui voulaient ma mort. Les conséquences de la révélation du général, m'ont donné l'impression de vivre dans un bocal. Chaque conversation s'arrêtait lorsque j'entrais dans une pièce. Mes collègues officiers m'offraient des condoléances soigneusement formulées, qui ressemblaient plus à de la compassion pour un diagnostic en phase terminale. L'enquête qui a suivi a consumé des semaines de ma vie. Entretien, détecteur de mensonges, examen de mon habilitation de sécurité, qui allait déterminer si j'avais encore un avenir dans l'armée. Mais rien de tout cela n'était comparable à la boucle incessante, rejouant dans ma tête ce matin à Kandahar, où tout a basculé. Nous étions à 3 véhicules de profondeur, dans ce qui aurait dû être une patrouille de routine. J'étais dans le 2e AV, gérant les communications avec nos observateurs avancés, quand le monde a explosé autour de nous. L'engin explosif improvisé, IED, a complètement pulvérisé notre véhicule de tête. Jackson, Martinez et Crawford ont disparu en un instant. Les charges secondaires ont pris notre camion, et celui derrière nous, dans un feu croisé d'éclats d'obus et de tirs d'armes automatiques. Ce dont je me souvenais le plus clairement, ce n'était pas de la douleur ou du chaos, mais de la précision de l'attaque. De la perfection avec laquelle l'embuscade avait été positionnée. De la façon dont ils savaient exactement où placer les charges, pour infliger un maximum de dégâts. De la façon dont le timing de l'attaque secondaire suggérait qu'ils connaissaient notre itinéraire exact, notre vitesse, et même nos protocoles radio. À l'époque, nous avions mis cela sur le compte de la malchance, et de la compétence de l'ennemi. Les forces talibanes étaient devenues meilleures pour anticiper les tactiques américaines, nous disions-nous. Ils avaient appris des engagements précédents, avaient adapté leur stratégie. L'alternative, à savoir que quelqu'un de notre camp leur avait fourni des renseignements, était trop horrible pour être sérieusement envisagée. Maintenant, je connaissais la vérité. Ma propre famille avait fourni l'intelligence qui a tué mes amis, et a failli me tuer aussi.
L'argent qu'ils avaient perçu pour avoir trahi des opérations américaines avait payé le camion de papa, les études de Mia, l'acompte de Tristan. L'argent du sang, littéralement. L'enquête a révélé toute l'ampleur de leur coopération. Des appels téléphoniques avec des personnes se prétendant chercheurs, étudiant les familles de militaires. Des échanges de mails, fournissant des détails sur les calendriers de déploiement, l'emplacement des bases, les procédures de sécurité opérationnelle. Et des dépôts bancaires qui correspondaient précisément à chaque transfert d'informations. Les montants étaient effarants. Sur 2 ans, ils avaient récolté près de 100 000 euros, pour ce qu'ils prétendaient croire être de la recherche universitaire. 100 000 euros pour avoir vendu leur propre fille, et chaque soldat qui servait à ses côtés. Nous pensions que c'était inoffensif, ne cessait de répéter maman lors de la réunion de famille, que les enquêteurs militaires avaient imposé. Ils disaient qu'ils écrivaient des articles sur les familles de militaires, sur la façon dont le déploiement affecte les relations. Quels articles, a demandé l'enquêteur principal. Pouvez-vous nous montrer une seule recherche publiée, qui aurait résulté de ces informations? Bien sûr, il ne le pouvait pas, car il n'y avait pas d'article. Pas de recherche. Juste une collecte de renseignements, qui avait causé la mort de soldats, et avait failli causer la mienne. Papa est resté silencieux pendant la majeure partie de la réunion, ses fanfaronnades précédentes remplacées par ce genre de choc au regard creux, qui accompagne le fait d'affronter des conséquences que l'on n'aurait jamais cru voir arriver. Lorsqu'il a été pressé de s'expliquer sur ses motivations, ses réponses étaient pathétiquement prévisibles. L'argent était bon, a-t-il admis. Régulier. Plus que ce que je gagnais dans le bâtiment. Ils ont dit que c'était légal, qu'ils avaient l'approbation du gouvernement pour leurs recherches. L'approbation du gouvernement, a répété platement l'enquêteur. De quelle agence? Ils ont dit que c'était classifié, qu'ils ne pouvaient pas fournir de documents à cause des protocoles de sécurité. Même en le racontant, papa semblait comprendre à quel point cela paraissait ridicule. Des agents étrangers, revendiquant l'approbation du gouvernement pour des recherches classifiées qu'ils ne pouvaient pas documenter, payant des sommes importantes pour des informations sur des opérations militaires américaines. C'était le genre d'arnaque évidente, qui aurait dû déclencher tous les signaux d'alarme. Seulement, l'avidité les avait rendus stupides. La justification de Mia était encore plus exaspérante. Nous avions besoin d'argent, a-t-elle déclaré, comme si cela expliquait tout. Tu sais combien coûte l'université? Combien coûtent les prêts étudiants? Tu étais à l'étranger à gagner bien ta vie, et nous, on galérait ici. J'étais à l'étranger en train de me faire tirer dessus, ai-je répondu, la voix plus assurée que je ne le sentais. Par des gens qui utilisaient les informations que tu as fournies. Nous ne savions pas ça, a-t-elle rétorqué. Comment étions-nous censés savoir ce qu'ils allaient vraiment en faire? C'était là le cœur du problème. Ils avaient choisi de ne pas savoir. Choisi de ne pas poser les questions évidentes, parce que l'argent était trop bon et le besoin trop grand. Ils avaient vendu leur propre fille, leur propre pays, parce que c'était plus facile que de trouver des solutions légitimes à leurs problèmes. Tristan a tenté une approche différente, une approche qui coupait encore plus profondément que l'égoïsme de Mia, ou la cupidité de papa. Tu n'as jamais vraiment fait partie de cette famille de toute façon, a-t-il lâché lors d'un échange particulièrement houleux. Tu as toujours pensé que tu étais meilleur que nous, à toujours nous juger. Peut-être que cela prouve juste ce que nous savions tous déjà. L'accusation était conçue pour blesser, et elle a réussi, car une partie de moi s'était toujours sentie séparée d'eux, différente d'une manière qui allait au-delà des choix de carrière ou d'une philosophie de vie. Leur volonté de me trahir n'avait pas seulement mis ma vie en danger. Elle avait confirmé que la distance que j'avais toujours ressentie était réelle, justifiée, et permanente. Cependant, comprendre leur motivation ne rendait pas la trahison moins douloureuse. C'étaient les personnes qui m'avaient élevé, que j'avais soutenues à chaque crise, que j'avais aimées malgré leurs défauts et leurs échecs. La découverte qu'ils avaient accordé plus de valeur à l'argent qu'à ma vie, plus qu'à la vie de mes frères d'armes, plus qu'à la simple loyauté envers leur propre pays, a brisé quelque chose de fondamental, dans ma façon de concevoir la famille, la confiance, et l'amour. La cérémonie devait honorer ma survie et mon sacrifice. Au lieu de cela, elle a révélé que les deux avaient été nécessaires, à cause des personnes même qui auraient dû me protéger. La décision a pris forme lentement, comme de la glace cristallisant sur une eau calme. Pendant des jours après la révélation, j'ai existé dans un étrange limbe, où les vieilles habitudes luttaient contre ma nouvelle clairvoyance. Mon téléphone sonnait avec le numéro de maman,
et je ressentais cette envie familière de répondre, de rassurer, de résoudre la crise pour laquelle elle appelait. Puis, je me rappelais que sa dernière crise en date avait été financée en vendant des informations qui avaient failli me tuer. Le premier test a eu lieu 2 semaines après la cérémonie. Mia a appelé, la voix étouffée par les larmes, expliquant qu'elle avait besoin d'argent pour le loyer, sinon elle serait expulsée. L'ancienne moi aurait demandé combien, et aurait promis de faire un virement pour le lendemain matin. La nouvelle moi, celle qui savait que ma famille avait échangé ma vie contre de l'argent, a écouté son explication et n'a ressenti qu'une froide lucidité. « Je ne peux pas t'aider », ai-je dit, les mots me semblant étranges en bouche. « Comment ça, tu ne peux pas m'aider ? Tu aides toujours. » C'est ce que fait la famille. La famille ne vend pas de renseignements les uns sur les autres, à des agents étrangers. Ce n'est pas juste, a-t-elle répliqué, ses larmes se transformant en colère avec cette rapidité qui lui était familière. Nous avons fait une erreur. Nous sommes désolés. Mais tu ne peux pas juste nous abandonner, à cause d'une seule erreur de jugement. Une erreur de jugement. Comme si trahir son pays, et mettre la vie de sa fille en danger, équivalait à faire un chèque en bois, ou à rater un rendez-vous. Comme si 2 ans de collecte systématique de renseignements, pouvaient être balayés comme une simple bévue. L'argent a disparu, lui ai-je dit. Tout. Fini les loyers payés, fini les interventions de crise, fini de sauver qui que ce soit des conséquences de ses propres choix. Le silence à l'autre bout du fil a duré si longtemps, que je me suis demandé si elle avait raccroché. Quand elle a enfin pris la parole, sa voix charriait un venin que je ne l'avais jamais entendu diriger contre moi auparavant. Tu vas vraiment tous nous punir pour toujours, à cause de ça ? Tu vas me laisser finir à la rue, pour quelque chose que nous ne comprenions même pas. Tu comprenais suffisamment pour encaisser l'échec. Mon Dieu, tu es devenue froide. L'armée t'a vraiment changé, n'est-ce pas ? Elle a fait de toi quelqu'un, capable d'abandonner sa famille, quand ils ont le plus besoin de toi. J'ai mis fin à l'appel sans répondre. Laissez-la penser que l'armée m'avait changé. Laissez-la blâmer mon service, pour mon refus de continuer à financer sa vie, pendant qu'elle se justifiait d'avoir vendu la mienne. La vérité était plus simple, et plus douloureuse. J'avais enfin cessé de feindre, que l'obligation était synonyme d'amour. Tristan a essayé une approche différente. Il a débarqué à mon appartement à l'improviste, avec un pack de 6 bières et son sourire le plus charmeur. La même combinaison qui avait fonctionné un nombre incalculable de fois auparavant, généralement lorsqu'il avait besoin d'argent pour des réparations de voiture, ou pour payer sa pension alimentaire. « Allez, Serette » a-t-il lancé, en s'installant sur mon canapé comme s'il était chez lui. Il faut qu'on parle de cette situation familiale. Passons outre tout ce drame, et revenons à la normale. À la normale, ai-je répété. Tu veux dire, revenir au moment où je t'envoie de l'argent, pendant que tu te moques de mon engagement militaire ? C'était juste pour rire, tu sais que je ne le pensais pas à mal. On soutient tout ce que tu fais, même si on ne le comprend pas toujours. Du soutien. J'ai sorti 2 bières du pack qu'il avait apporté, achetées avec de l'argent que je lui avais envoyé 3 mois plus tôt, et je lui en ai tendu une. C'est comme ça que tu appelles le fait de donner les horaires de mes patrouilles, au service de renseignement étranger ? Son visage s'est empourpré. Nous ne savions pas ce qu'ils faisaient avec ces informations. Ils ont dit que c'était pour une recherche sur les familles de militaires. Nous pensions aider. Aider qui ? Pas moi. Pas les soldats qui sont morts, parce que tu as fourni des renseignements à ceux qui essayaient de nous tuer. Écoute, a-t-il dit, en se penchant en avant avec cette expression sincère, qu'il avait perfectionnée pour se sortir du pétrin. On a merdé. Je l'admets. Mais on est une famille. La famille se pardonne. La famille avance ensemble. La famille se protège mutuellement, ai-je dit. La famille ne se vend pas pour de l'argent. Il a pris une longue gorgée avant de répondre. L'argent a aidé tout le monde, y compris toi. Tu crois qu'on n'en a pas utilisé une partie, pour t'aider avec des choses dont tu avais besoin ? L'assurance de ta voiture pendant que tu étais déployé, les frais de stockage de tes affaires. On était tous dans le même bateau. Le niveau de manipulation psychologique était stupéfiant par son audace. Il voulait me faire croire que m'avoir trahi, avait en quelque sorte été à mon avantage. Que je devais être reconnaissante d'avoir été vendue, parce qu'une partie de l'argent m'avait indirectement profité. Sors d'ici, ai-je dit doucement. Allez, ne sois pas comme ça.
On peut surmonter ça si tu veux bien. Sors de mon appartement. Tout de suite. Il est parti, mais non sans s'être assuré que je comprenais bien que c'était moi qui brisais la famille. Que mon refus de pardonner faisait de moi la méchante de cette histoire. C'était une leçon magistrale de manipulation, le genre de terrorisme émotionnel, qui m'avait gardé soumise pendant des années. L'approche de papa était plus directe, et à certains égards, plus honnête. Il m'a appelé une seule fois, 3 semaines après la cérémonie, et a livré son message sans préambule. « Tu détruis cette famille », a-t-il déclaré. « Ta mère pleure tous les jours. Mia pourrait perdre son appartement. Tristan parle de quitter la ville parce qu'il n'a plus les moyens d'y rester. Tout ça parce que tu refuses de pardonner une seule erreur. Une seule erreur, qui a fait tuer des soldats. Les soldats meurent à la guerre, c'est pour ça qu'ils s'engagent. Mais les familles sont censées durer pour toujours. Le mépris désinvolte du sacrifice militaire. La réduction de la mort de mes amis, à des pertes inévitables. L'exigence de faire passer la loyauté familiale avant la justice, ou même avant ma simple survie. Tout cela a cristallisé ce qui n'allait pas dans notre relation, en un seul moment hideux. Cette famille a pris fin, lorsque vous avez décidé que l'argent était plus important que ma vie, lui ai-je dit. Ne sois pas dramatique. Tu as survécu. Tu vas bien. Mais si tu continues comme ça, tu vas perdre les seules personnes qui t'aimeront jamais vraiment. Je lui ai raccroché au nez. Mais ces mots ont persisté, car ils touchaient cette peur, qui m'avait gardé prisonnière de leur dysfonctionnement pendant si longtemps. La peur que sans eux, je n'aurais personne. Qu'un amour sous condition, valait mieux que pas d'amour du tout. Il m'a fallu du temps pour reconnaître cette peur, comme une autre forme de manipulation, une chaîne de plus, qui me liait à des gens qui avaient prouvé qu'ils ne m'estimaient que pour ce que je pouvais leur apporter. L'enquête a progressé avec une précision toute militaire, chaque révélation étant plus accablante que la précédente. Les dossiers financiers montraient clairement le stratagème, une demande d'information, suivie d'un paiement. Les calendriers de déploiement, suivis de virements électroniques. Des détails opérationnels, suivis de dépôts en espèces. Ma famille avait été plus méticuleuse dans sa trahison, que ce qu'elle semblait même réaliser. Les relevés téléphoniques révélaient des appels à toute heure, parfois des communications quotidiennes avec leurs agents traitants. Les archives de mai montraient des renseignements détaillés sur les procédures de sécurité des bases, les rotations du personnel, et même les profils psychologiques des soldats de mon unité. Ils avaient tout fourni, nom, adresse, informations sur les familles, calendrier de déploiement, habitudes personnelles, vulnérabilités opérationnelles. Les enquêteurs ont dépeint le tableau d'une collecte de renseignements systématique, qui allait bien au-delà de ce que ma famille prétendait comprendre. Il ne s'agissait pas de conversations informelles avec des chercheurs. C'était de l'espionnage de niveau professionnel, mené par des personnes qui s'étaient convaincues qu'elles ne faisaient que répondre à des questions inoffensives, pour gagner de l'argent facile. L'entreprise de construction de papa était devenue une couverture. Ces emplois sporadiques n'étaient pas dus à une économie en difficulté, ou à un ralentissement du secteur. C'était parce qu'il gagnait beaucoup plus d'argent, en vendant des renseignements militaires, qu'il ne pourrait jamais en gagner en construisant des maisons. Les agents étrangers étaient devenus ses principaux employeurs, lui fournissant un revenu régulier, en échange d'informations sur le service militaire de sa fille. Les clients de maman, pour lesquels elle faisait des ménages, comprenaient plusieurs épouses d'entrepreneurs militaires, et d'employés du département de la Défense. Les enquêteurs soupçonnaient qu'elle avait été chargée de recueillir des informations dans ces maisons, des photos de famille, des documents laissés sur des bureaux, des conversations téléphoniques surprises. Ces questions innocentes sur le travail de leur mari, ressemblaient soudainement à de la collecte de renseignements, plutôt qu'à de l'intérêt amical. Les études de Mia avaient été entièrement financées par l'argent de l'espionnage. Ses frais de scolarité, son logement, ses livres, et même ses voyages pendant le spring break, tout avait été payé en vendant des soldats américains. Lorsqu'elle a été confrontée à cette chronologie des faits, elle s'est effondrée complètement, comprenant enfin que toute sa vie d'adulte avait été bâtie sur l'argent du sang. Les entreprises commerciales de Tristan, son restaurant raté, sa société de conseil abandonnée, et sa série de combines pour s'enrichir rapidement, tout avait été subventionné par les paiements du renseignement. Son mode de vie, son appartement, sa voiture, même les pensions alimentaires pour son enfant, étaient liés à cette trahison. Il avait vécu de la vente d'informations, qui avait tué des soldats. L'ampleur de l'opération expliquait pourquoi l'embuscade à Kandahar avait été si précisément exécutée.
L'ennemi connaissait non seulement notre itinéraire et notre emploi du temps, mais aussi nos fréquences radio, nos procédures opérationnelles standards, et même les habitudes personnelles de chaque soldat. Il savait que Jackson montait toujours dans le véhicule de tête. Il savait que Martinez transportait des fournitures médicales supplémentaires. Il savait que Crawford avait l'habitude de vérifier obsessionnellement son équipement avant les missions. Il le savait, parce que ma famille le leur avait dit. Cette révélation a dévasté les survivants de notre unité. Il s'agissait d'hommes et de femmes qui s'étaient confiés mutuellement leur vie, qui croyaient que la sécurité opérationnelle était sacrée. Apprendre que l'un des leurs avait été compromis par sa propre famille, brisait quelque chose de fondamental dans la fraternité d'armes, dans l'idée que certains liens étaient incassables. Certains l'ont mieux géré que d'autres. Thompson, notre chef d'escouade, m'a prise à part après une séance d'interrogatoire particulièrement brutale. « Ce n'est pas de ta faute », m'a-t-il dit simplement. « Tu n'as pas choisi ta famille. Tu ne contrôlais pas leurs actions. Tu as survécu parce que tu es un bon soldat, pas parce que ce sont de mauvaises personnes. Mais d'autres ont lutté avec les implications. Si ma famille avait pu être retournée, si la loyauté du sang pouvait être achetée, qu'est-ce que cela disait sur la sécurité d'autres opérations? Combien d'autres familles pourraient fournir des informations aux forces ennemies? Combien d'autres soldats pourraient être compromis sans le savoir? L'enquête s'est élargie, examinant les familles d'autres soldats, impliqués dans des opérations compromises. Les résultats faisaient froid dans le dos. Ma famille n'était pas unique. À travers l'armée, des agents ennemis avaient recruté avec succès des membres de famille, grâce à une combinaison de pression financière, de manipulation émotionnelle, et d'une ignorance volontaire des conséquences de leur coopération. Le schéma était d'une constance déprimante. Des familles en difficulté, contactées par des personnes se faisant passer pour des chercheurs ou des journalistes, se voyaient offrir de l'argent, pour des informations en apparence inoffensives sur leurs proches militaires. Progressivement entraînés plus profondément dans la collecte de renseignements, sans comprendre pleinement, ou sans vouloir comprendre ce qu'elle faisait réellement. Le cas de ma famille est devenu un modèle, pour comprendre comment ces opérations de recrutement fonctionnaient. Les enquêteurs ont utilisé notre histoire pour former d'autres personnels de sécurité, et pour développer des protocoles, afin de protéger les familles de militaires de l'infiltration ennemie. Ma tragédie personnelle est devenue une étude de cas, sur la façon dont des personnes ordinaires pouvaient être retournées contre leur propre pays, par cupidité, par désespoir, et par aveuglement. Mais bien que l'enquête ait apporté des réponses, elle ne pouvait pas restaurer ce qui avait été perdu. La confiance, une fois brisée à ce niveau, ne guérit pas simplement avec le temps ou le pardon. Les personnes que j'avais le plus aimées au monde, avaient prouvé qu'elles pouvaient être achetées. Que leur loyauté avait un prix. Que ma vie valait moins pour eux qu'un certain confort financier. L'armée a proposé des thérapies, des groupes de soutien, des ressources pour gérer la trahison familiale, dans le contexte de la sécurité nationale. Mais il n'y a pas de manuel, pour reconstruire son identité, quand les personnes qui vous ont forgé s'avèrent être des ennemis. Aucun protocole, pour réapprendre à faire confiance, quand votre propre sang vous a vendu. L'enquête s'est conclue par des arrestations, des poursuites, et des peines de prison pour les agents étrangers, qui avaient dirigé le réseau de recrutement. Les membres de ma famille ont reçu des peines plus légères en échange de leur coopération avec l'enquête, travaux d'intérêt général, mise à l'épreuve, et des sanctions financières, qu'il leur faudrait des années pour rembourser. La justice, disaient les enquêteurs. La responsabilité. Les conséquences légales de leurs actes. Mais la justice ne pouvait pas ressusciter Jackson, Martinez, ou Crawford. La responsabilité ne pouvait pas annuler 2 années de trahison systématique. Les conséquences légales ne pouvaient pas restaurer la foi que j'avais perdue, en la famille, en la loyauté, et en l'idée que certains liens étaient sacrés. J'avais survécu à l'embuscade de Kandahar, mais la découverte du rôle de ma famille dans celle-ci, m'avait blessé d'une manière qu'aucune balle ennemie n'aurait jamais pu faire. Ils ont essayé de revenir, bien sûr. Les liens familiaux, même les plus empoisonnés, ne se rompent pas proprement. Les tentatives ont commencé modestement. Des cartes d'anniversaire avec des messages soigneusement neutres. Des cadeaux de Noël laissés à la porte de mon appartement. Des invitations à des réunions de famille, transmises par des amis communs. Chaque ouverture portait en elle la supposition inexprimée, que le temps guérirait ce qui avait été brisé. Qu'un jour, il me manquerait assez, pour que je ferme les yeux sur ce qu'ils avaient fait. Les lettres de maman étaient les plus difficiles à ignorer, écrites de sa cursive soignée sur du papier à lettres bleues. Elles arrivaient tous les mois,
réglées comme une horloge. Chacune était un chef-d'œuvre de mémoire sélective et de manipulation émotionnelle. Elle m'écrivait sur les dîners de famille que je manquais. Sur le vide que laissaient les fêtes sans moi. Sur ses problèmes de santé, et sur les difficultés de papa avec le chômage, maintenant que ses revenus de consultant en recherche avaient disparu. Je sais que nous avons fait des erreurs, écrivait-elle. Mais nous n'avons jamais voulu te faire de mal. Nous t'aimons plus que tout, et nous sommes prêts à faire tout ce qu'il faut pour mériter ton pardon. Tout ce qu'il faut, sauf reconnaître toute l'étendue de leurs actes. Tout ce qu'il faut, sauf accepter que certaines trahisons sont impardonnables. Tout ce qu'il faut, sauf respecter ma décision de me protéger de toute blessure supplémentaire. Mia a tenté une approche différente, se présentant à mon appartement avec sa petite fille. Elle avait calculé, à juste titre, qu'utiliser sa nièce comme moyen de pression serait particulièrement efficace, sachant que j'avais toujours eu un faible pour les enfants et les liens familiaux. Emma demande tout le temps des nouvelles de sa tante Jenny, a dit Mia, debout sur le pas de ma porte, la petite fille sur la hanche. Elle ne comprend pas pourquoi tu ne viens plus aux fêtes d'anniversaire. Emma avait 3 ans, avec les cheveux bruns de Mia et le menton têtu de mon père. Elle m'a regardé avec cet amour simple dont seuls les enfants sont capables, tendant ses petites mains, avec la certitude absolue que j'allais la prendre dans mes bras. Pendant un instant, les vieux réflexes ont repris le dessus. C'était ma famille. Ces liens comptaient. Le sang était plus fort que la trahison, n'est-ce pas? Mais je me suis alors rappelé que le fonds universitaire d'Emma, sa garderie, et même ses fêtes d'anniversaire, étaient financés par l'argent que Mia avait gagné, en vendant des informations qui avaient tué des soldats. L'enfant elle-même était innocente, mais elle était aussi le produit de cette trahison, élevée avec l'argent du sang, et utilisée maintenant comme un outil, pour me manipuler et me forcer à me plier à leur volonté. Elle comprendra quand elle sera plus grande, ai-je dit à Mia, ne prenant pas l'enfant, mais ne fermant pas la porte non plus. Quand tu lui expliqueras comment sa mère a vendu des soldats américains, pour payer son train de vie. Le visage de Mia s'est froissé. Tu ne peux pas punir Emma pour ce que j'ai fait. Ce n'est qu'un bébé. Je ne la punis pas. Je me protège. Et peut-être que je la protège aussi, de l'idée qu'il est acceptable de trahir sa famille, si le prix est bon. Ce n'était pas comme ça, à lâcher Mia, mais sans conviction. Les mois écoulés depuis la révélation, avaient épuisé sa capacité à maintenir la fiction, selon laquelle ils avaient été les victimes innocentes d'une manipulation sophistiquée. Tristan a essayé la méthode forte, me coinçant après une rencontre au supermarché, qui semblait trop coïncidente pour être accidentelle. Il avait bu, ses mots étaient légèrement pâteux, mais son message était clair. Tu as obtenu tout ce que tu voulais, a-t-il lancé, en me suivant jusqu'à ma voiture, malgré mes tentatives évidentes d'éviter la conversation. Tu as détruit la famille, tu t'es fait passer pour la victime, et tu as eu toute la compassion et l'attention que tu as toujours réclamée. Ce que je voulais, c'était une famille qui ne me vende pas aux forces ennemies. On a fait une erreur. Une putain d'erreur. Et tu t'en es servi pour tous nous punir, pour toujours. Sais-tu ce que ça a été pour nous? La honte, l'isolement, les gens qui nous dévisagent partout où nous allons. Les gens vous dévisagent parce que vous êtes des traîtres, ai-je rétorqué, en déverrouillant la portière de ma voiture. Parce que vous avez pris de l'argent pour fournir des renseignements, qui ont fait tuer des soldats américains. Les soldats meurent à la guerre. A-t-il crié, assez fort pour que les autres clients se retournent. C'est ce qui arrive dans les guerres. Mais les familles sont censées rester unies. Alors tu aurais dû y penser, avant de choisir l'argent plutôt que la famille. Il m'a attrapé le bras, alors que j'essayais de monter dans la voiture, sa poigne assez forte pour me laisser des bleus. Espèce de prétentieuse. Tu te crois tellement supérieur à nous, mais tu es aussi bousillé que le reste d'entre nous. La seule différence, c'est que tu as trouvé un moyen de faire payer tes névroses. Je me suis dégagé et je suis monté dans ma voiture, mais ces mots m'ont suivi jusqu'à la maison. Non pas parce qu'ils étaient vrais, mais parce qu'ils révélaient à quel point, ils n'avaient absolument rien compris à ce qu'ils avaient fait. Dans son esprit, mon refus de pardonner était la véritable trahison. Mon exigence de fixer des limites était le vrai crime. Ma survie et ma réussite étaient en quelque sorte des avantages injustes, plutôt que des accomplissements mérités. L'approche de papa était la plus insidieuse, car elle jouait sur la relation qui m'avait le plus profondément façonné. Il ne venait pas me voir, il n'appelait pas. À la place,
il faisait passer des messages par l'intermédiaire d'autres personnes, la famille, des amis, des parents éloignés, des gens du quartier qui se souvenaient de moi quand j'étais enfant. Le message était toujours le même, il était fier de mon service, fier de ma force, mais il avait le cœur brisé que j'ai choisi d'abandonner ma famille, pour un malentendu. Il comprenait ma colère, respectait mes limites, mais espérait qu'un jour, je trouverais dans mon cœur la force de pardonner. C'était une manipulation magistrale. Il se dépeignait comme un père patient et aimant, dont le seul crime était d'aimer trop sa famille. Il me positionnait comme la fille déraisonnable, incapable de passer l'éponge sur une simple erreur. Il suggérait que mon refus de me réconcilier était en fait un défaut de caractère, un manque d'amour et de pardon, qui me rabaissait moi, plus qu'il ne les punissait eux. Le plus douloureux, c'était l'efficacité de cette méthode. Malgré tout ce que je savais de leurs actes, malgré les preuves évidentes de leur trahison, une partie de moi recherchait toujours leur approbation. J'avais toujours envie de croire que les liens familiaux pouvaient tout surmonter. Mais j'avais appris à reconnaître ce besoin pour ce qu'il était. Pas de l'amour, mais un lien traumatique. Le même mécanisme psychologique, qui maintient les victimes de maltraitance liées à leurs agresseurs. La croyance que si vous essayez assez fort, que vous vous sacrifiez assez, et que vous pardonnez assez, vous pouvez mériter l'amour inconditionnel, que les familles saines offrent gratuitement. Le tournant s'est produit lors d'une conversation avec ma thérapeute, une ancienne psychiatre militaire, spécialisée dans les traumatismes familiaux et la trahison. Elle travaillait avec moi depuis des mois, pour m'aider à comprendre la différence entre le pardon et la complaisance. Entre la guérison, et le retour à des schémas destructeurs. Ils veulent vous faire croire que le pardon signifie l'oubli, m'a-t-elle dit lors d'une séance. Que surmonter un traumatisme, signifie prétendre qu'il ne s'est pas produit. Mais la véritable guérison, reconnaît les dégâts, tout en choisissant de ne pas les laisser définir votre avenir. Mais il reste ma famille, ai-je dit, exprimant le conflit qui m'empêchait de dormir la nuit. Ils m'ont élevé, ils m'ont aimé, ils m'ont soutenu, à leur manière. Ils ont vendu des renseignements sur vous, aux forces ennemies, a-t-elle répondu doucement. L'amour ne fait pas ça. Le soutien ne fait pas ça. Peu importe ce qu'ils ressentaient pour vous, c'était conditionné à votre utilité pour eux. La vérité était brutale, mais elle remettait les idées en place. Ils ne m'avaient pas aimé, ils avaient aimé ce que je pouvais fournir. Ils ne m'avaient pas soutenu, ils avaient soutenu la source de revenus que je représentais. Lorsque ces choses sont entrées en conflit avec de l'argent facile, ils avaient choisi l'argent sans hésiter. Comprendre cela ne rendait pas la perte moins douloureuse, mais cela rendait mes limites plus claires. Je n'abandonnais pas ma famille. Je me protégeais de personnes, qui avaient prouvé qu'on ne pouvait pas leur confier ma sécurité, mon bien-être, ou ma vie. 5 ans plus tard, je me tenais dans la même salle de cérémonie, où la vérité avait éclaté. Mais cette fois, c'était moi qui prononçais le discours. L'armée m'avait promu au grade de lieutenant, puis de capitaine, reconnaissant non seulement mes états de service, mais aussi ma résilience face à une trahison personnelle sans précédent. Mon histoire de survie était devenue une partie intégrante des protocoles de formation militaire. Une étude de cas sur le maintien de la sécurité opérationnelle, même lorsque votre propre famille représente une menace. Le public était différent cette fois. De jeunes officiers, des visages frais qui avaient grandi avec les réseaux sociaux, et qui avaient des idées différentes sur la vie privée et la loyauté. Je les regardais, et je me voyais il y a 5 ans, confiante dans les liens indestructibles de la famille. Certaine que les liens du sang signifiaient un soutien inconditionnel. Naïve sur la facilité avec laquelle l'amour pouvait être monétisé. La sécurité ne consiste pas seulement à suivre des protocoles, leur ai-je dit, prononçant des mots que j'avais maintes fois répétés, mais dont je ressentais encore le poids. Il s'agit de comprendre que les menaces peuvent venir de n'importe où, y compris d'endroits où vous n'auriez jamais pensé regarder. Après le discours, un jeune sergent s'est approché de moi, l'air incertain. Mon capitaine, puis-je vous poser une question personnelle? J'ai hoché la tête, reconnaissant ce regard. Je l'avais vu des dizaines de fois au fil des ans. Des soldats aux prises avec la pression familiale, avec des demandes d'informations qui semblaient inoffensives mais paraissaient étranges. Avec la tension entre la loyauté et la sécurité. Ma mère n'arrête pas de poser des questions sur le calendrier de mon déploiement, m'a-t-elle confié doucement. Elle dit que c'est pour planifier les visites de la famille, mais il y a quelque chose qui cloche. Elle n'a jamais été aussi organisée auparavant, et elle demande des détails vraiment précis. Faites confiance à votre instinct,
lui ai-je dit. Et documenter tout. Chaque conversation, chaque demande, chaque détail qu'elle réclame. Si ça vous semble louche, ça l'est probablement. 6 mois plus tard, cette documentation a permis de démanteler une autre opération de renseignement d'origine familiale. La mère du sergent avait été recrutée via les réseaux sociaux, ciblée par des agents qui avaient identifié les familles de militaires, grâce à des publications publiques et au développement progressif de relations. Le mode opératoire évoluait, mais le cœur du problème restait le même, des familles vulnérables, des pressions financières, et l'érosion progressive des limites autour des informations sensibles. Mon histoire était devenue une mise en garde, mais aussi un guide de survie. D'autres soldats, ayant été confrontés à des trahisons familiales, me contactaient régulièrement. Ils cherchaient des conseils, pour naviguer entre ce choix impossible de la loyauté et de la sécurité. J'avais appris à offrir ce dont j'avais moi-même eu le plus besoin dans les premiers jours, la validation que leurs sentiments étaient justifiés, des conseils pratiques pour maintenir des limites, et l'assurance que choisir de se préserver, face aux exigences familiales, n'était pas un acte égoïste. La médaille que j'avais reçue, ce jour-là, 5 ans plus tôt, reposait maintenant sur mon bureau. Sa signification s'était transformée avec le temps et la compréhension. Elle ne représentait plus seulement la survie au combat, mais la survie face à la trahison, à la manipulation, à la destruction systématique de la confiance, par les personnes qui auraient dû la protéger avec le plus de ferveur. Ma famille avait cessé de chercher à me contacter depuis 2 ans. Leurs tentatives avaient progressivement diminué, au fur et à mesure qu'il devenait évident que le temps ne changerait pas ma position. J'avais parfois de leurs nouvelles par des connaissances communes, le chômage continu de papa, les problèmes de santé de maman, les difficultés de Mia en tant que mère célibataire, la dernière entreprise ratée de Tristan. Les nouvelles s'accompagnaient toujours de questions implicites, pour savoir si j'allais reconsidérer ma décision, ou si assez de souffrance avait été endurée, pour rééquilibrer la balance. Mais il n'y a pas de balance à rééquilibrer, quand il s'agit d'une trahison de cette ampleur. Aucune conséquence ou remords ne peut ressusciter les soldats qui sont morts, parce que ma famille a vendu des renseignements à leurs assassins. Aucune punition ni aucune excuse ne peut restaurer la confiance brisée, quand j'ai appris que mon propre sang avait mis un prix sur ma tête. Le plus difficile n'avait pas été de couper les ponts avec eux. Cela avait été de construire quelque chose de nouveau, dans l'espace qu'ils avaient occupé. Apprendre à faire confiance à des collègues qui ne m'avaient pas trahi. Accepter le soutien de personnes, qui ne me voyaient pas comme une ressource à exploiter. Croire que les relations pouvaient exister, sans transaction ni manipulation. J'avais trouvé une famille parmi mes camarades officiers. Des liens forgés dans le respect mutuel et un but commun, plutôt que par le hasard de la naissance, ou une dépendance financière. Ces relations étaient choisies plutôt qu'héritées, maintenues par la loyauté plutôt que par l'obligation, renforcées par l'honnêteté plutôt que par la complaisance. La cérémonie d'il y a 5 ans avait mis fin à mon ancienne vie, et en avait commencé une nouvelle. Non seulement parce que la trahison de ma famille avait été exposée, mais parce que j'avais enfin appris la différence entre l'amour et l'exploitation. Entre la loyauté et la faiblesse. Entre le pardon et l'autodestruction. Je servais toujours, je portais toujours l'uniforme, j'honorais toujours les valeurs qui m'avaient façonné depuis mon engagement. Mais je servais désormais, avec la pleine conscience que certaines menaces viennent de l'intérieur, que certaines trahisons coupent plus profondément que les tirs ennemis. Et que survivre signifie parfois se choisir soi-même, plutôt que les personnes qui vous ont élevé. La Purple Hat sur mon bureau accrochait la lumière de l'après-midi. Son ruban violet était délavé par les années, mais sa signification restait limpide. Je ne l'avais pas seulement mérité en survivant aux tirs ennemis à Kandahar, mais en survivant à la découverte que ma propre famille avait chargé les armes pointées sur moi. Cette survie ne m'avait rendu ni amère ni cynique. Elle m'avait rendu prudente, sélective concernant ma confiance, protectrice des limites qui me gardaient en sécurité. Elle m'avait appris que la famille que l'on choisit, peut être plus forte que la famille dans laquelle on est. Que la loyauté se gagne plutôt qu'elle ne s'hérite, et que, parfois, le plus grand acte d'amour est de refuser d'être complaisant, envers les personnes qui prétendent vous aimer. Le général, qui avait révélé la vérité ce jour-là, avait eu raison. Ma survie était extraordinaire, non seulement parce que j'avais survécu à l'embuscade, mais parce que je m'étais reconstruite, après avoir appris que les personnes en qui j'avais le plus confiance, avaient orchestré ma quasi-destruction. Cette reconstruction avait pris des années, mais elle avait créé quelque chose de plus fort, que ce qui avait été brisé. Alors que je terminais ma paperasse et me préparais à quitter le bureau, j'ai pensé à la jeune sergent,
qui avait fait confiance à son instinct, et documenté les questions suspectes de sa mère. Elle avait choisi la sécurité plutôt que la pression familiale. Les limites plutôt que la loyauté aveugle. La vérité plutôt que les mensonges confortables. Son courage avait évité une autre tragédie, et protégé d'autres soldats du genre de trahison à laquelle j'avais survécu. Le cycle était brisé, le schéma reconnu, la menace neutralisée avant qu'elle ne puisse faire d'autres victimes. C'était un héritage bien suffisant, pour la fille qui, autrefois, croyait que la famille était tout. Qui avait appris que toute chose a ses limites. Qui avait survécu, pour aider les autres à reconnaître ses limites, avant qu'il ne soit trop tard. Dehors, le soleil se couchait sur la base, peignant le ciel dans des tons de violet et d'or, qui s'accordaient avec le ruban sur mon bureau. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouveaux soldats à former, de nouvelles menaces à identifier et à contrer. Mais ce soir, je n'étais qu'une survivante qui avait appris à s'épanouir. Un soldat qui avait choisi le service de la nation plutôt que les liens du sang. Une femme qui a découvert que les familles les plus fortes sont celles que nous construisons nous-mêmes. On a frappé à la porte de mon appartement, un mardi soir d'octobre, 6 ans après la cérémonie qui avait tout changé. Je n'attendais personne, et les visiteurs inattendus m'avaient appris à être méfiante. À travers le Judas, j'ai vu une jeune femme, avec des cheveux bruns familiers et le menton têtu de mon père. Mais plus âgée maintenant, peut-être 16 ou 17 ans. Emma, la fille de Mia. Le bambin qui avait été utilisé comme moyen de pression, lors de ses premières tentatives de réconciliation. Elle se tenait seule sur le pas de ma porte. Pas de Mia planant derrière elle, pas d'embuscade familiale orchestrée, juste une adolescente, avec un sac à dos jeté sur l'épaule, et ce genre d'expression déterminée qui me rappelait douloureusement moi-même à cet âge. J'ai ouvert la porte, mais j'ai gardé la chaîne de sécurité. Emma. Tante Jenny. Sa voix portait la formalité prudente de quelqu'un qui a répété la conversation. Je sais que je ne suis pas censé être ici. Maman ne sait pas que je suis venu, mais il fallait que je te parle. La chose intelligente à faire aurait été de refermer la porte, d'appeler Mia, et de faire en sorte que quelqu'un vienne chercher sa fille, pour maintenir ces limites qui m'avaient gardé en sécurité pendant des années. Au lieu de cela, je me suis surprise à observer cette jeune femme, qui partageait mes gènes, mais qui avait été élevée avec l'argent du sang. Je cherchais des signes de cette manipulation, et de cette flexibilité morale, qui avait défini ma famille. Comment m'as-tu trouvé? Google. Les dossiers militaires sont publics. Tes promotions sont annoncées dans le journal local. Elle s'est balancée nerveusement sur ses pieds. Je suis ta carrière depuis que je suis en âge d'utiliser un ordinateur. Je connais la Purple Hat, tes promotions, et les discours que tu donnes sur la sécurité opérationnelle. Que veux-tu, Emma? Comprendre. Les mots sont sortis précipitamment. Comprendre ce qui s'est vraiment passé. Parce que l'histoire avec laquelle j'ai grandi n'a plus aucun sens, et j'ai besoin de connaître la vérité. Je l'ai dévisagé à travers l'entrebâillement de la porte. Cet enfant, qui avait été utilisé contre moi il y a des années, était maintenant assez grande pour poser des questions dérangeantes. Elle avait les traits de Mia, mais quelque chose dans ses yeux qui me rappelait moi-même, une soif de vérité, qui ne se contenterait pas de mensonges rassurants. Contre tous les instincts que j'avais développés au sujet de la famille et de la confiance, j'ai déverrouillé la chaîne et je me suis écarté. Tu as 10 minutes. Elle est entrée dans mon appartement avec l'attention minutieuse de quelqu'un qui catalogue les détails. Elle observait la précision militaire et spartiate de mes meubles, l'absence de photos de famille, et la Purple Hat affichée dans un cadre simple sur mon bureau. Quand son regard s'est attardé sur la médaille, j'ai vu la reconnaissance traverser son visage. C'est ça, n'est-ce pas? Celle de la cérémonie. Ta mère parle de la cérémonie? Emma s'est installée sur mon canapé sans y être invitée, cette certitude typiquement adolescente d'être la bienvenue, qui m'aurait irrité venant de n'importe qui d'autre. Elle en parle tout le temps. Comment tu as coupé les ponts avec la famille pour un malentendu? Comment tu as choisi l'armée, plutôt que ton propre sang? Comment tu as brisé le cœur de grand-père, et détruit la famille, parce que tu n'as pas pu pardonner une seule erreur? Le récit familier, poli et lissé par des années de répétition. Je n'en attendais pas moins. Et tu as cru à cette histoire? Pendant un moment. Emma a ramené ses genoux contre elle, les entourant de ses bras dans un geste qui était pure vulnérabilité adolescente. Mais après, j'ai commencé à poser des questions.
Comme pourquoi nous avions déménagé 3 fois quand j'étais petite. Pourquoi grand-père ne parle plus jamais de son entreprise de construction. Pourquoi maman devient bizarre, dès que quelqu'un mentionne l'armée ou te pose des questions sur toi. Je me suis assise en face d'elle, maintenant une certaine distance, mais curieuse malgré moi. Quel genre de questions? J'ai trouvé de vieux relevés bancaires dans le placard de maman, quand je l'ai aidée à déménager l'année dernière. Des dépôts qui ne correspondaient pas à son historique de travail. De grosses sommes d'argent, qui ont commencé au moment où tu as été déployé en Afghanistan. Et qui se sont arrêtés juste après ta cérémonie. Elle a sorti son téléphone et m'a montré des photos de documents financiers. 10 000 euros par-ci, 15 000 euros par-là, provenant toujours de quelque chose appelé Meridian Research Associates. Le nom ne me disait rien, mais le schéma était indéniable. Les mêmes paiements systématiques que l'enquête avait découvert des années auparavant, documentés maintenant par une adolescente, qui avait hérité de mes instincts d'investigation bien plus que je ne l'aurais cru. J'ai fait des recherches sur Meridian Research Associates, a poursuivi Emma. L'entreprise a été dissoute il y a 8 ans, juste au moment où maman dit que tu as abandonné la famille. Mais avant d'être dissoute, elle faisait l'objet d'une enquête du FBI, car il s'agissait d'une société écran pour des services de renseignement étrangers. Elle avait fait ses devoirs plus minutieusement que je ne l'aurais attendu de quelqu'un élevé par Mia, qui avait toujours préféré les mensonges confortables aux vérités difficiles. Cette fille avait hérité de quelque chose de mon côté du patrimoine génétique. Le besoin compulsif de comprendre, de creuser plus profondément, de refuser les réponses faciles. Que penses-tu avoir découvert, ai-je demandé prudemment. Je pense que ma famille a vendu des informations sur toi, à des gens qui essayaient de te tuer. Je pense que l'argent qui a payé mon enfance, mes vêtements, mon école, mes activités, provenait de la trahison de soldats américains. Je pense que la raison pour laquelle tu as coupé les ponts n'est pas parce que tu es cruel ou incapable de pardonner, mais parce que nous avons fait quelque chose d'impardonnable. Les mots sont restés suspendus entre nous comme une confession. Cet enfant, tout juste en âge de conduire, avait rassemblé des pièces que ses proches adultes avaient passé des années à essayer d'enterrer. Elle avait suivi l'épreuve là où elle la menait, même lorsqu'elle la conduisait à des vérités, qui allaient briser l'image qu'elle avait de sa propre famille. Pourquoi est-ce important, ai-je demandé. Ce qui est fait est fait. Tu ne peux pas changer ce qui s'est passé. Parce que je vais avoir 18 ans. Parce que j'ai été accepté à l'université. Parce que chaque dossier de candidature pose des questions sur le service militaire au sein de la famille, et j'ai écrit sur ma tante, cette héroïne de guerre. Sans savoir que ma propre mère avait aidé à la mettre en danger. La voix d'Emma s'est légèrement brisée. Parce que j'ai besoin de savoir qui je suis vraiment, avant de décider qui je veux devenir. La vulnérabilité dans sa voix me rappelait douloureusement ce que j'étais à 18 ans, désespéré de comprendre ma place dans une famille, qui n'avait jamais vraiment eu de sens. Mais là où j'avais cherché de l'approbation et un sentiment d'appartenance, Emma cherchait la vérité et la responsabilité. La vérité est compliquée, ai-je dit finalement. Je peux gérer ce qui est compliqué. Ce que je ne peux pas gérer, ce sont les mensonges. Alors je lui ai raconté. Pas tout. Il y avait des détails classifiés que je ne pouvais pas partager, des spécificités opérationnelles qui restaient protégées. Mais je lui ai parlé de l'embuscade, de Jackson, de Martinez et de Crawford. Je lui ai parlé de l'enquête, de la collecte systématique de renseignements, de l'argent que sa famille avait perçu, pour des informations qui avaient tué des soldats. Emma a écouté sans m'interrompre, son visage pâlissant au fur et à mesure que l'ampleur de la trahison devenait claire. Quand j'ai terminé, elle est restée silencieuse pendant de longues minutes, assimilant ce qu'elle venait d'apprendre. Maman a toujours dit que c'était toi l'égoïste, a-t-elle finalement dit. Que tu avais choisi ta carrière plutôt que la famille, que tu étais froide et impitoyable. Mais c'est toi qui as été trahi. C'est toi la victime. J'ai survécu. D'autres ne l'ont pas fait, à cause des informations fournies par ma famille. Elle a regardé la Purple Hat sur mon bureau, comprenant maintenant ce qu'elle représentait réellement. Mon Dieu, pas étonnant que tu aies coupé les ponts. Pas étonnant que tu n'aies jamais voulu me voir. Il ne s'agissait pas de toi spécifiquement, ai-je dit, bien que ce ne fût pas tout à fait vrai. Elle avait fait partie de la manipulation, utilisée comme moyen de pression pour essayer de me culpabiliser et de me faire céder. Tu étais une enfant. Les enfants ne choisissent pas leurs parents, et ne comprennent pas leurs crimes. Mais je ne suis plus une enfant. Emma s'est levée,
faisant les 100 pas jusqu'à la fenêtre qui donnait sur la base. Je suis assez grande pour comprendre ce qu'ils ont fait. Assez grande pour faire mes propres choix, sur le genre de personne que je veux être. Et quel genre de personne veux-tu être? Elle s'est retournée vers moi, et pour la première fois, je n'ai pas vu la fille de Mia ni la petite fille de mon père, mais quelqu'un d'entièrement à part. Quelqu'un qui dit la vérité. Quelqu'un qui assume la responsabilité de ses actes. Quelqu'un qui ne vend pas sa famille pour de l'argent. C'est un bon début. Je veux m'engager, a-t-elle dit soudainement. Après l'université, je veux servir, comme toi. Je veux faire quelque chose qui compte, quelque chose qui aide les gens au lieu de les blesser. La déclaration n'aurait pas dû me surprendre, mais elle l'a fait. Cette fille, élevée avec l'argent du sang par des personnes qui avaient trahi tout ce que l'armée représentait, voulait servir son pays. Elle voulait honorer l'institution que sa famille avait endommagée. Le service militaire n'est pas une pénitence, lui ai-je dit. Tu ne dois ton engagement à personne, à cause de ce que ta famille a fait. Peut-être pas, mais je me dois à moi-même la chance d'être meilleur qu'eux. D'être quelqu'un dont tu pourrais être fier. Ces mots m'ont frappé plus fort que je ne m'y attendais. Pendant 6 ans, j'avais considéré Emma comme un dommage collatéral, une victime de plus de la trahison de ma famille. Je n'avais jamais envisagé qu'elle puisse grandir, et remettre en question ce qu'on lui avait appris. Qu'elle chercherait la vérité plutôt que le confort, qu'elle choisirait le service des autres, plutôt que l'égoïsme. Ta mère sera furieuse quand elle découvrira que tu es venu ici. Laissez-la être furieuse. Je suis fatigué de protéger ses sentiments, en restant ignorante de la vérité. Emma a ramassé son sac à dos, se préparant à partir. Puis-je te demander quelque chose? Penses-tu que les gens peuvent être meilleurs que leur famille? Penses-tu que nous pouvons surmonter ce dont nous sommes issus? J'ai repensé à mon propre parcours, aux années de thérapie, à l'établissement de mes limites, et à mon apprentissage pour refaire confiance. À la famille que je m'étais construite parmi mes camarades militaires, des liens plus forts que le sang parce qu'ils étaient choisis, et non hérités. Je pense que nous devenons ce que nous choisissons de devenir, ai-je répondu. La famille nous façonne, mais elle n'a pas à nous définir. Tu peux honorer les bonnes parties de ce dont tu as hérité, et rejeter le reste. Quelles ont été les bonnes parties pour toi? C'était une question à laquelle je n'avais jamais pensé. Pendant des années, je m'étais concentré sur la trahison, la manipulation, la destruction systématique de la confiance. Mais la présence d'Emma m'a forcé à me rappeler que tout, dans mon éducation, n'avait pas été toxique. La résilience, ai-je fini par dire. La capacité à survivre dans des circonstances difficiles. L'indépendance, la capacité à travailler dur pour obtenir ce que l'on veut. Ces choses m'ont bien servi, même si elles provenaient d'une source imparfaite. Emma a hoché la tête, comme si cela avait du sens pour elle. J'ai eu ces choses-là aussi. Avec en plus la capacité de poser des questions dérangeantes, et de refuser les mensonges commodes. Ce sont des dons précieux. J'espère bien. Elle a fait une pause sur le pas de la porte. Est-ce que ce serait d'accord si je t'écrivais de temps en temps? Pas pour te demander quoi que ce soit, pas pour essayer de réconcilier la famille. Juste pour te donner de mes nouvelles, pour te prouver que nous n'avons pas tous fini comme eux. La requête aurait dû déclencher toutes les alarmes que j'avais développées contre la manipulation familiale. Mais en regardant cette jeune femme, qui avait bravé la colère de sa mère pour chercher la vérité, qui avait découvert seule les preuves des crimes que sa famille avait passé des années à nier, et qui voulait servir les autres plutôt que de les exploiter. Je me suis surprise à hocher la tête. Tu peux m'écrire. Je ne peux pas promettre que je répondrai toujours, mais je lirai ce que tu m'envoies. C'est juste. Emma a hésité, puis a ajouté, pour ce que ça vaut, je pense que ce que tu as fait a demandé du courage. Pas seulement de survivre à l'embuscade, mais de survivre à la trahison. Poser des limites. Choisir la vérité plutôt que la loyauté familiale. Après son départ, je suis resté assise un long moment, à regarder la Purple Hat sur mon bureau. Pendant 6 ans, elle avait représenté la survie malgré la trahison. La résilience face à la destruction familiale. Mais la visite d'Emma avait ajouté une nouvelle dimension à sa signification. La victoire la plus profonde n'était peut-être pas seulement d'avoir survécu à ce que ma famille avait fait, mais d'avoir inspiré quelqu'un de la génération suivante, à choisir une voie différente. Emma aurait pu être élevée pour me voir comme la méchante. Pour me blâmer de la dissolution de la famille,
pour perpétuer le cycle de manipulation et d'aveuglement. Au lieu de cela, elle avait choisi la vérité, choisi le service, choisi d'être meilleure que les personnes qui l'avaient élevée. C'était un héritage qui valait bien plus qu'une simple médaille. Merci d'être resté avec moi. Si cette histoire a résonné en vous, cliquez sur j'aime, abonnez-vous, et activez les notifications. Cela aide d'autres personnes à trouver des histoires sur les limites, la vérité, et la reconstruction après une trahison. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà été rabaissé ou discrédité par votre famille lors de votre moment de gloire? Où se situe votre limite entre le pardon et la protection de vous-même? Si vous avez servi sous les drapeaux, ou si vous aimez quelqu'un qui l'a fait, comment gérez-vous la sécurité opérationnelle, au sec, face à des proches curieux? Que auriez-vous fait à l'instant où le général a ouvert ce dossier? Quelle est la limite que vous avez fixée, et qui a tout changé? Dites-nous depuis où vous regardez cette vidéo. Et si vous voulez d'autres histoires vraies comme celle-ci, abonnez-vous pour le prochain chapitre.